Je trouve votre programme absolument passionnant et vraiment je félicite les organisateurs et organisatrices, si j'ai bien compris, de l'organisation de ce colloque et je me réjouis que ce type de colloque puisse être organisé à la Fac de droit et de Sciences Éco du Mans. Et ça me paraît tout à fait important et intéressant. Je salue aussi évidemment Marietta Caramanli, que je connais depuis longtemps. Je salue toutes les personnes présentes, Sabrina, avec lesquelles on a siégé ensemble à la commission d'évaluation du CETA. Et ça me fait évidemment plaisir de retrouver toutes ces personnes aujourd'hui. Un mot simplement sur la Fabrique écologique, qui a travaillé à plusieurs reprises sur ce type de sujet. La Fabrique écologique est une fondation pluraliste et transpartisane qui regroupe de très nombreuses personnes et qui travaille, qui a pour ambition, et je crois qu'elle le fait bien depuis plusieurs années, de travailler sur le fond des sujets et avec des débouchés pragmatiques et concrets, justement dans la logique qui est avancée ici de nouveaux enjeux et de nouveaux risques liés à l'écologie et à l'environnement. Alors, pour introduire ce colloque, qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement sur l'enjeu, finalement, du principe de précaution aujourd'hui dans nos sociétés ? Je pense d'abord le premier point important à rappeler, c'est à quel point la maîtrise des risques est un sujet majeur, était au cœur de ce XXIe siècle. Quand on voit les différents sujets, que ce soit, c'est déjà un sujet un peu plus ancien, les OGM, que ce soit le climat, que ce soit les pesticides, plus récemment, que ce soit Lubrizol, on voit bien que la maîtrise des risques est aujourd'hui une exigence de plus en plus forte. Un certain nombre de raisonnements est de dire que nous sommes dans des sociétés, en tout cas les sociétés développées, où un certain nombre de besoins sont assez largement satisfaits, même s'ils ne sont pas complètement. Il y a toujours toute une catégorie de la population qui n'a pas de besoins satisfaits, pas suffisamment, mais assez largement satisfaits, et donc qui se pose davantage que par le passé la question des risques par rapport à sa situation personnelle. Et c'est la première chose, et au plan individuel, il est clair qu'il y a une demande de plus en plus forte de protection, et de protection individuelle par rapport aux risques extérieurs. On le voit bien sur toute une série de sujets où, que ce soit dans le domaine de la sécurité, dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la santé, où, d'une certaine façon, la mondialisation telle qu'on la connaît depuis plusieurs années entraîne, vous le savez, le fait que des défaillances extérieures ont des conséquences très directes sur les individus aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire qu'une défaillance à l'autre bout du monde aujourd'hui peut avoir des conséquences directes sur les citoyens d'aujourd'hui. Et donc, très logiquement, cette caractéristique fait qu'il y a une demande de plus en plus forte des citoyens pour davantage de protection. Le deuxième élément, c'est évidemment l'évolution technologique, qui fait qu'il y a à la fois, et c'est un peu le paradoxe, une diminution de la probabilité de catastrophe. Diminution de la probabilité parce que plus on va, et c'est assez logique, plus des mesures sont prises pour essayer d'éviter la catastrophe, que dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine informatique, que ce soit dans le domaine, par exemple, de l'énergie nucléaire, que ce soit dans tous les domaines. Très logiquement, le progrès, c'est d'essayer de diminuer la catastrophe. En même temps, de plus en plus, quand la catastrophe intervient, et elle peut intervenir, puisqu'il n'y a jamais de risque zéro, à ce moment-là, eh bien, les conséquences de la catastrophe sont de plus en plus graves. C'est un phénomène qui est assez, on pourrait en faire presque tout un colloque sur ce phénomène, mais je pense qu'il est assez important de le signaler et qu'il explique là aussi l'importance du principe de précaution. La troisième élément que je voulais signaler et qui justifie évidemment l'intérêt de ce colloque, c'est la nouvelle conception des progrès en matière de santé publique. Aujourd'hui, hier, on avait des traitements pour un certain nombre de maladies qui se développaient et qui ont permis d'améliorer assez fortement l'espérance de vie de nos concitoyens qui a continué à augmenter jusqu'à ces dernières années. Et le progrès aujourd'hui en matière de santé publique, c'est de plus en plus de prendre en compte toute une série de facteurs qui sont qui se définissent de façon plus difficile, et en particulier ce que j'appelle la logique des faibles doses, que ce soit dans le domaine de la radioactivité, dans le domaine de la pollution, dans le domaine des pesticides. On voit bien qu'il y a de plus en plus une logique où on se dit, est-ce que
une faible dose d'une nuisance aujourd'hui, et surtout accumulée sur plusieurs années, ne va pas donner un cancer dans 10, 15 ou 20 ans. Et ça, c'est aujourd'hui les nouveaux enjeux des progrès de la médecine et des progrès en matière de santé publique, d'arriver à prendre en compte cette logique de faible dose d'un certain nombre de nuisances et de pollutions sur les faits en matière de santé publique, d'où l'importance évidemment de traiter le principe de précaution. Alors à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur le principe de précaution lui-même ? À partir de ça, il y a deux exigences. La première exigence, c'est l'impossibilité, compte tenu des facteurs que je viens d'indiquer, l'impossibilité de poursuivre comme avant. C'est-à-dire l'impossibilité de se dire finalement on n'a qu'à innover, continuer à une logique d'innovation sans se préoccuper des conséquences possibles en matière sanitaire, en matière environnementale, etc. de ces innovations. C'est aujourd'hui impossible, et d'ailleurs nos citoyens ne l'accepteraient pas. Et je pense que la prise de conscience, elle est assez récente, en tout cas dans toute la société. La prise de conscience, elle a existé depuis un certain temps maintenant, chez une partie de la société. Elle est assez récente dans toute la société. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie des sujets, c'est comme le climat, ça fait partie des sujets où il y a eu pendant très longtemps des débats. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain consensus sur cette idée qu'il est impossible de poursuivre une logique où on ne prend pas en compte, y compris dans les politiques d'innovation, les risques qui y sont associés. À l'inverse, il faut reconnaître et il faut le reconnaître à mon avis explicitement, qu'il y a impossibilité d'aboutir au risque zéro. Et ça, je crois que c'est un élément extrêmement important à admettre. Si on raisonnait différemment, c'est-à-dire si on se disait on va aller vers le risque zéro, à ce moment-là, on bloquerait toute innovation. Et de ce point de vue-là, et ce serait même contre-productif à terme pour, y compris, la santé de nos concitoyens ou l'environnement, parce qu'on sait bien qu'il y a une bonne partie de l'innovation qui débouche ensuite sur des solutions concrètes d'amélioration de l'environnement ou de la santé. Et donc, il est impossible aujourd'hui, et je crois qu'il faut le reconnaître explicitement, et on aurait intérêt, à la fois au niveau universitaire et puis au niveau des décideurs, de reconnaître qu'il y a impossibilité de risque zéro. La deuxième chose sur le principe et je pense que vous allez en débattre assez longuement, c'est évidemment le décalage entre le principe lui-même, tel qu'il est défini juridiquement, et la réalité de son utilisation dans l'opinion publique, par les médias et par les décideurs. Le principe juridique, il est clair, il est précis, et il renvoie à la Constitution et la Charte de l'environnement intégrée dans la Constitution. Je vous le rappelle parce que je pense que c'est important à rappeler dès le départ dans ce colloque. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, donc référence aux connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques, donc évaluation des risques, conséquences, et deuxièmement, l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Cette définition, elle est précise. Et comme c'est dit et rappelé dans 25 000 colloques depuis 10 ans, c'est un principe d'action, et ce n'est pas un principe fondamentalement d'interdiction. Mais il faut bien reconnaître que l'utilisation par les décideurs de ce principe de précaution est aujourd'hui très largement un principe d'interdiction qui peut parfois être justifié, il ne faut pas le contester, mais qui en même temps est souvent non satisfaisant par rapport à la réalité des choses. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur le fait comment arriver à ce que ce principe de précaution soit mieux utilisé, ne soit pas en permanence confondu avec le principe de prévention. Je vous rappelle la différence. Le principe de prévention, c'est quand le risque est certain, qu'il n'y a pas d'incertitude sur la possibilité d'intervention du risque, alors que quand le principe de précaution, c'est un risque lié à l'incertitude scientifique. Le troisième élément tout à fait important, c'est l'importance internationale de ce débat sur le principe de précaution, parce que quand on regarde les choses internationales, on l'avait regardé au niveau de la commission d'évaluation du CETA, on voit que le principe de précaution est vraiment quelque chose d'européen et qu'il n'est pas ou très peu utilisé dans d'autres pays, dans d'autres sphères, ce qui pose évidemment le problème de l'existence d'accords de libre-échange qui ne retiennent pas ou ne retiennent pas suffisamment ce principe de précaution et qui permettrait à un certain nombre de produits
auxquels ne serait pas appliqué ce principe de précaution de rentrer sur le territoire français. Et donc ça, c'est un enjeu évidemment tout à fait majeur. Et quatrième chose sur le principe de précaution qui me paraît importante, c'est de bien distinguer entre le principe de précaution appliqué de façon générale et la logique appliquée à la santé publique. À la santé publique, il est clair qu'on est sur une logique un peu différente, puisqu'on est sur une logique de bénéfice-risque. Quand on introduit un vaccin, par exemple, on sait qu'il peut y avoir des risques associés au vaccin. Et si on appliquait le principe de précaution, on se dirait, eh bien, ne faisons pas ce vaccin. Il y a d'ailleurs certains responsables qui, du coup, sont assez sceptiques, et on a une société qui est assez sceptique, en tout cas plus qu'ailleurs, sur la vaccination. À l'inverse, l'analyse bénéfice-risque d'un vaccin je parle là en général, ensuite il faudrait prendre, mais normalement, est absolument incontestable sur l'avantage que représente le vaccin en termes de santé publique par rapport aux éventuels risques qu'il peut associer. En d'autres termes, si on ne vaccinait pas, on aurait une morbidité bien plus importante que si on vaccinait. Et de ce point de vue-là, en matière de santé publique, je pense qu'il est important de se dire la précaution, si on veut l'appeler comme ça, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qui existe sur d'autres produits. Enfin, je terminerai, je suis un peu long, je m'en excuse, je terminerai sur les 5 débats qui me paraissent essentiels, dont certains me paraissent largement avancés, voire tranchés, dans nos sociétés, et d'autres sont pendants. Premier débat, est-ce que ce principe de précaution permet la compétitivité ? Vous savez que pendant très longtemps, on a eu une partie du patronat français, en particulier, qui s'est dit le principe de précaution, on n'en veut pas, ou alors on rajoute à côté un principe d'innovation pour équilibrer. Aujourd'hui, mon sentiment, mais votre colloque le dira, ou le confirmera ou non, mon sentiment aujourd'hui, c'est que la plupart des responsables économiques considèrent que ce principe de précaution ne pose pas de problème véritable à l'innovation dans les entreprises. Bien sûr, il y en a toujours des gens qui considèrent que ce principe ne devrait pas être dans la Constitution. C'est un vrai débat. Mais j'ai le sentiment qu'en termes de compétitivité, surtout que vous ferez le bilan, ça sera très intéressant d'ailleurs de le faire. Moi, les bilans que j'avais il y a 2-3 ans, c'est que le principe de précaution, en termes juridiques, a finalement eu assez peu de conséquences juridiques réelles sur l'activité. Et je vois un certain nombre d'entreprises, et on en voit y compris régulièrement la Fabrique écologique, et je ne vois pas que ce soit pour elles, pour le moment, un vrai souci, alors qu'il y a quelques années, c'était quelque chose qu'elles évoquaient régulièrement. Deuxième élément, deuxième débat important, c'est le rapport avec la science, avec le danger, et je crois que, moi je pense qu'il faut le dire explicitement, avec le danger qu'au nom du principe de précaution, on veuille contrôler la recherche fondamentale en matière scientifique. Et je pense que là, ce serait une erreur grave. Je pense qu'il est évident que la recherche fondamentale, je ne parle pas de la recherche appliquée, ça on peut ensuite discuter, mais la recherche fondamentale en matière scientifique doit être libre et ne doit pas être encadrée par le principe de précaution, car vous le savez bien, c'est la logique de la recherche fondamentale. Quand on fait de la recherche fondamentale, on ne sait pas sur quoi on va déboucher. Et donc il est tout à fait important qu'on ne se dise pas à l'avance, on ne fait pas cette recherche fondamentale, parce qu'on se dit que ça va entraîner des risques ou ça va entraîner le principe de précaution. Troisième élément important, c'est le rapport avec la démocratie. Je pense que un des problèmes de l'application du principe de précaution en France, c'est que pour qu'il soit bien appliqué, il faut qu'il y ait une intervention citoyenne dans son application. Et de ce point de vue-là, nous sommes en retard, il faut bien le dire. On rattrape un peu notre retard, mais nous sommes en retard sur la façon dont les citoyens peuvent être associés à des décisions d'application scientifique, que ce soit des conférences de citoyens, que ce soit des éléments innovants. Bon, on pourrait parler longuement de la Convention citoyenne qui n'est pas tout à fait la même chose, mais globalement, on est en retard. Or, l'association des citoyens sur un certain nombre de décisions de ce type, moi, me paraît importante. Quatrième débat, et j'en ai un cinquième, et je terminerai là, l'enjeu social. Il est évident que ce principe de précaution s'applique sur une situation où les risques considérés sont des risques qui entraînent des fractures sociales. C'est tout à fait essentiel à comprendre et évident, et c'est des risques qui sont ressentis par les gens de fractures sociales en matière de santé, en matière de qualité de vie, en matière de... Et donc, il est tout à fait important de se dire une bonne application du principe de précaution, c'est aussi une application qui prend en compte les différentes fractures dans la société. Et dernier élément,
Je pense que ce sujet doit dorénavant être placé, en tout cas pour partie, dans le cadre de la logique de l'action climatique et de la biodiversité, qui n'est plus une logique de précaution. On est sûr, maintenant, moi j'ai été sûr depuis longtemps, et un certain nombre d'entre nous aussi, mais maintenant je crois qu'il y a un consensus assez général de la société pour se dire on est sûr des dangers et des risques de l'évolution climatique et de l'évolution de la biodiversité. Donc ce n'est plus un principe de précaution, je pense qu'on aurait tort de le considérer comme un principe de précaution. En revanche, c'est un principe majeur de prévention, et là c'est une logique assez différente, puisque là ça veut dire qu'il faut évidemment faire tout ce qu'on peut en matière de prévention pour essayer de parer les risques, et reconnaissons qu'il reste encore beaucoup à faire. Voilà, mesdames, messieurs, chers amis, quelques éléments que je voulais vous indiquer en introduction. J'espère que ce sera utile dans la suite de vos travaux, et je m'excuse encore de ne pas pouvoir rester pour assister à ces discussions qui, je suis sûr, seront absolument passionnantes. Merci beaucoup. Merci.